Bonsoir à tous. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais essayer de brosser le projet Northvolt. Je remercie Jean-Marie pour son invitation. Je vous remercie de rester pour cette discussion qui continue. Je remercie aussi mes amis de Renault et ex-Renault qui sont venus aujourd'hui me soutenir. Et puis je remercie aussi mes amis de Suède. Magnus et Michel. Magnus était ambassadeur de Suède au Japon, dans pays dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a convaincu de faire le pas, d'aller en Suède pour faire un beau projet. Et Michel, avec laquelle on a fait nos 400 coups sur les élections de 2017. Voilà. En tout cas, voilà, je suis français. Je vais faire cette présentation en français, donc. Je suis également conseiller, donc je suis vice-président chez Northvolt. Je suis rentré chez Northvolt en 2017 quand la société a été créée, ou peu de temps après la création de la société. On était 30 et donc c'était toute une petite cellule de réflexion pour monter un grand projet avec l'ambition de devenir le numéro 1 européen de la batterie. Voilà, je suis aussi également conseiller du commerce extérieur et donc je suis très heureux aujourd'hui d'être à votre contact, de vous expliquer ce que je fais, de ce qu'on fait, de vous inviter à réfléchir sur ces questions d'industrialisation des technologies nouvelles et peut-être aussi de vous intéresser à notre projet. Alors, le cadre de cette discussion, c'est évidemment ce que vous avez déjà entendu. Donc, je ne vais pas m'appesantir, mais voilà, 170 ou 165 pétawattheures d'énergie mondiale cette année ou l'année dernière, et 80% de cette énergie faite avec de l'énergie fossile, et 30% seulement qui va être utilisée pour soit nous mouvoir, soit pour nous réchauffer. Donc c'est une grosse gabegie. Voilà, donc pour adresser ce sujet-là, évidemment, on est sur l'électrification. Et si on dit électrification, on doit penser la génération d'électrification qui vient d'énergie nouvelle, d'énergie renouvelable, et donc avec des énergies non pilotées, la question ou le besoin des stockages d'énergie, et donc de la batterie, devient crucial. Alors, pour nous, les batteries, ça commence d'abord par l'électrification des équipements qui sont dans les mines. C'est les tout premiers projets qu'on a eu à traiter. C'est des projets qui sont avec une grosse consommation de batterie, parce que c'est des engins énormes, des engins qui sont habituellement équipés de moteurs diesel et qui créent beaucoup de problèmes dans les mines, qui sont bien sûr soumises à des contraintes réglementaires et aussi tout simplement à devoir extraire ces gaz et ces vapeurs d'eau à un coût qui représente environ 20% du coût de la mine, enfin du coût d'exploitation de la mine. Donc c'est absolument stratégique que l'électrification se passe très rapidement pour ces opérations-là. Donc c'était le premier projet qu'on a eu à traiter. Bien évidemment, le business case de Northvolt, c'est un business qui repose sur l'électrification des véhicules. C'est le très gros enjeu industriel à traiter. Et puis, également des batteries qui sont utilisées de façon stationnaire pour stocker de l'énergie, pour la redistribuer sur le réseau, ou pour, par exemple, électrifier des chantiers ou électrifier d'autres usages, comme par exemple les maisons, qui sont dépendantes soit du solaire, soit de l'éolien ou d'autres sources non pilotées. Alors, en 2000, donc un petit peu d'histoire, parce que c'est important, parce que le projet, ce n'est pas un projet que industriel, c'est un projet humain, enfin c'est un projet d'hommes et de femmes. Ce sont les deux, donc Peter Carlsson est suédois et Paolo Cerutti est italien. Ce sont les deux fondateurs de Northvolt. Leur histoire est une histoire liée à l'Asie, parce qu'en fait, Peter Carlsson vient de Ericsson. Ericsson a fabriqué des téléphones avec Sony, et donc
Peter connaît très bien la batterie. Pendant de nombreuses années, il a acheté de la batterie chez Sony ou chez Panasonic. Il rencontre Paolo Ceruti donc il rencontre alors que Peter est chez Tesla. Il est en train de monter la supply chain de Tesla avec Elon Musk. Et il fait appel à quelqu'un qui connaît l'automobile et qui est Paolo Ceruti. Paolo Ceruti vient de chez Renault, où il a travaillé chez Renault et Nissan, parce qu'il a travaillé aussi pour le développement de véhicules chez Nissan. Et Paolo Ceruti, les deux acolytes connaissent autant l'Asie que le reste du monde sur la batterie et sur l'automobile. Voilà, donc c'est à leur initiative que la boîte est montée en 2016. Pourquoi elle est montée en 2016? Parce qu'en 2016, ils quittent Tesla après avoir monté la Gigafactory entre Tesla et Panasonic, et ils se disent qu'une réflexion en Europe va avoir lieu, et donc ils anticipent en fait cette transformation qui va se passer en Europe, et ils anticipent le fait que quand l'Europe aura besoin de batteries, ce serait bien d'avoir des champions de la batterie en Europe, plutôt que uniquement faire une importation de batteries venant de ceux qui les font déjà, c'est-à-dire le Japon, la Corée et la Chine. Voilà, donc ce sont eux qui lancent cette idée-là. L'idée, c'est pas uniquement de faire des batteries, c'est de faire des batteries en Europe, de les concevoir en Europe, mais il faut que ce soit des batteries qui soient les plus vertes possibles. Alors, je vais revenir sur ce que veut dire vert. Je vais revenir sur ce que ça veut dire vert, et je vais revenir sur ce que, concrètement, pour nous, ce que ça veut dire en termes d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme batterie? On fait des batteries pour, je l'ai dit, pour l'automobile, donc tous les segments, voitures, camions et bus, le stockage d'énergie stationnaire, donc pour le réseau électrique, pour des centrales, pour absorber ou distribuer l'énergie qui est générée par les champs de solaire et d'éolien. L'industrie, j'en ai parlé un petit peu avec d'abord ces projets, enfin l'électrification des équipements de mines, enfin d'extraction de minières, mais tout ce qui concerne le segment des bateaux, la construction, l'agriculture, la logistique, le rail et l'aviation, donc c'est ce qu'on appelle dans le segment industriel. Et puis un petit segment, et je dis petit parce que en taille, il est petit, et il est aussi petit compte tenu des acteurs qui sont très fragmentés, c'est donc les portables, tout ce qui est matériel de bricolage, jardinage, matériel forestier et électroménager. Mais qui est quand même très important parce que c'est nous, utilisateurs, qui sommes servis par ces batteries. Voilà, donc ces 4 segments-là, je vais rappeler que pour fabriquer des cellules, on a un processus assez séquentiel. Donc on mélange des poudres, du côté de la cathode, du côté de l'anode. Ces poudres sont ensuite étalées sur des feuillards de cuivre pour l'anode ou d'aluminium pour la cathode. C'est ensuite séché. Je vous montrerai des photos de nos installations. C'est séché, puis ensuite ça passe dans les presses, ce qu'on appelle en anglais calendaring. Donc ces presses viennent homogénéiser ou en tout cas assurer une surface très régulière de ce qui va être ensuite utilisé pour faire les découpes de feuilles qui vont être ensuite alors il y a une étape de drying, le vacuum drying, qui permet d'évacuer de l'eau qui serait restée dans ces feuillards. Ensuite, après, on vient créer soit des batteries qui sont cylindriques, donc il y a un aspect d'enroulement, soit des batteries prismatiques que vous avez déjà, je pense, vu dans vos cours, qui sont l'empilement de cathodes, de séparateurs et d'anodes, et ensuite, après, de connexion avec les éléments mécaniques de la batterie. Donc en fait, ce processus-là
C'est ce qu'on va faire. Et puis après, il y a la formation and imaging. Et donc ça, c'est notre activité principale, auquel tout à l'heure j'expliquerai qu'on vient en fait intégrer en amont une fabrication de matière active pour la cathode. Alors, première clé de succès, partir à point. C'est-à-dire, rien ne sert de courir. Je pense que vous l'avez tous apprise. Il faut partir à point. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en 2016, en fait, il n'y avait pas encore d'Airbus de la batterie, ce qui a été l'objet de grandes discussions entre la France et l'Allemagne au niveau administratif, enfin, au niveau gouvernemental. L'Airbus de la batterie, en fait, a été signé avec un accord en 2021, lorsque Stellantis et Saft ont décidé de travailler ensemble, ce qui était en fait pour nous déjà très loin. Nous, on était partis 4 ans avant. C'est important de dire que ce type de projet, ça peut pas être, enfin, de mon point de vue, de notre point de vue, ça peut pas être un projet qui vient uniquement être une cascade de décisions administratives, parce que c'est un projet qui est très, très physique, très concret, avec des gens qui vont s'engager avec passion sur voilà, créer une boîte, dessiner des produits, les tester, décider de faire des choix difficiles sur l'industrialisation de comment est-ce qu'on vient produire ces batteries. Ça ne peut pas venir d'une décision étatique. Ce qui est de la responsabilité de l'État, ça j'en suis convaincu, c'est de définir des cadres réglementaires et des programmations à long terme, mais ensuite la création difficile d'une entreprise qui va faire des produits pour ensuite après satisfaire des clients, c'est quelque chose qui doit venir de la base. Et donc en fait nous on s'est dit bon, d'ici que le cadre réglementaire soit défini, il faut qu'on commence avant, sinon ce sera trop tard quand le basculement des plans produits des constructeurs sera mis en œuvre pour satisfaire les réglementations d'émissions qui vont venir de toute façon balayer, on va dire, le plan produit existant. Voilà. Donc, première clé de succès pour ce qui nous concerne, partir tôt. Je répondrai peut-être à l'aide de cette slide sur les questions de chimie, mais pour mettre les choses au clair. Donc notre chimie de cathode est une chimie nickel-cobalt-manganèse. Ça n'est pas exprimé ici, mais en fait, on est parti sur une chimie 8-1-1, donc 8 parts de nickel, une part de manganèse, une part de cobalt. C'est une chimie qui évolue, vous en savez certainement même plus que moi, et donc elle évolue jusqu'à 2030 pour réduire les quantités de cobalt de façon à s'affranchir des problèmes d'approvisionnement et réduire les coûts. Et sur la partie anode, on a donc des éléments essentiellement du graphite, du graphite synthétique, dans lequel on vient progressivement augmenter les quantités de silicone pour augmenter la densité. Et ensuite, on est en train de développer des anodes lithium-métal. Et j'en parlerai tout à l'heure avec la société qui nous aide à le faire et qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle Kuberg. Voilà, alors, Northvolt a commencé en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? On a eu un soutien de grands industriels qui se sont dit qu'ils devaient être dans la partie. C'est-à-dire que pour eux, c'était une forme d'apprentissage. Mais c'était aussi pour nous une forme de garantie que notre projet était peut-être pas forcément viable tout de suite, mais en tout cas intéressant. Voilà, donc on a toute une série de partenaires qui viennent, qui font partie du premier tour de table de la création de Northvolt. Ils ont tous mis 10 millions de dollars dans le projet. Scania, il fabrique des camions, donc c'est le groupe Volkswagen, mais c'est quand même suédois, enfin c'est surtout suédois. BMW est venu très vite parce que je pense que c'est un des constructeurs qui connaît le mieux
les questions de produits, c'est-à-dire les questions qui sont liées à l'électrification de leurs véhicules. Probablement le plus averti qui s'est dit tiens, je vais quand même voir ce qui pourrait se passer si je m'intéressais avec Northvolt à ça. ABB, c'est un Suédois suisse, c'est un Suédois qui fabrique des équipements électriques. Vestas fabrique et installe des éoliennes. Chez Leftcraft, là le logo n'est pas très bien, mais chez Leftcraft, en fait, c'est dans la ville de Skellefteå, qui se trouve tout au nord de la Suède. Une ville dont je vais reparler parce que c'est là qu'on s'est installé. Skellefteå a plusieurs barrages, est un gros producteur d'électricité en Suède. Et donc, pour nous, c'est un bonus parce que c'est des gens qui vont nous donner l'électricité pas chère et verte. Et donc, ils sont rentrés au capital dès le début. Et puis Siemens, qui est un concurrent d'ABB, mais qui apporte beaucoup de savoir-faire dans le domaine des équipements électriques et électroniques. Voilà, donc ça, c'était le premier tour de table. Et ça nous a posé, on va dire, sur une voie assez ambitieuse de création de l'entreprise, parce que c'est des gens qui exigent aussi. Je signale donc ensuite, après, on a fait rentrer, donc on a fait l'acquisition de Kuberg, j'y reviendrai juste après. Kuberg qui est une start-up dans la Silicon Valley qui développe l'anode métal avec le lithium. Et puis Volkswagen, à la suite de la décision précurseur de Scania, Volkswagen s'est intéressé à ce que Northvolt pouvait leur apporter en termes de batterie. Et ils ont investi chez nous et ils nous ont donc accordé un très gros contrat de 14 milliards de dollars, ce qui a évidemment pu nous donner la légitimité pour aller faire une levée de capital et aussi de demander des emprunts, de faire des emprunts de manière à pouvoir financer toute l'industrialisation de ces projets. Volvo, qui au départ du projet s'était plus rassuré en disant que leur approvisionnement de batteries viendrait de Chine, Volvo s'est ensuite a été convaincu, nous avons convaincu de nous rejoindre sur ce projet et donc on a décidé de faire une joint venture de développement de batteries et de fabrication de batteries en Suède avec eux. Voilà. Je signale ensuite après Galp, en bas à droite, qui est une joint venture que l'on a mis en place, que l'on est en train de construire pour développer et raffiner du lithium au Portugal, de manière à ce qu'on s'affranchisse de l'importation de lithium pour nos batteries qui vient encore de l'extérieur de l'Europe. Voilà, donc ça c'est Kuberg. Kuberg développe l'anode métal. Donc pour nous c'est très important parce que ça nous permet de faire un bond en avant. Ça nous a permis de faire un bond en avant. On avait de la technologie que l'on a développée en propre, mais avec des ingénieurs qui sont venus soit du Japon, soit de Corée, soit d'Europe, mais focalisés sur cette technologie classique, on va dire, de batterie avec NMC et graphite synthétique. Et donc, en fait, ça nous permet de construire la roadmap post-2025 pour des segments de produits qui ne sont pas forcément automobiles au début, compte tenu de ce type de produit qui sera plus sur l'aviation, mais qui nous permet de faire de la migration de savoir-faire sur l'existant. Voilà. La deuxième clé de succès, c'est de taper très fort et très vite au début. Donc, l'idée habituelle quand on monte une start-up, c'est de faire un projet, de faire petit, un démonstrateur, un proof of concept, on va dire, un démonstrateur, puis ensuite d'aller voir les clients, d'aller voir les banques et dire bon, ça y est, on a réussi notre premier coup, c'est solide, on a corrigé nos erreurs, maintenant il faut nous donner de l'argent pour aller plus vite. En fait, nous, on a fait quasiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, si on ne va pas tout de suite sur un projet de grande échelle industrielle,
ça n'a pas de sens parce qu'on rate la porte. On va rater les basculements des plans produits des constructeurs. Et donc, si ces véhicules qui sont à développer à partir de 2019, 2020, qui sont faits avec des batteries qui viennent d'ailleurs, eh ben, on sera mal ensuite après pour aller chatouiller les décisions qui ont été prises et pour remettre en cause et faire une prise de risque plus importante à des constructeurs qui auront été, on va dire, satisfaits de la première offre de batteries venant de l'extérieur. Je dis de l'extérieur parce que ça vient encore une fois, soit du Japon, soit de Corée ou de Chine. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille plus vite. Voilà, donc ça fait 6 ans qu'on est là. On a levé aujourd'hui, bon an, mal an, 8 milliards ou 9 milliards de dollars. On a un carnet de commandes de 55 milliards de dollars et on est aujourd'hui un peu plus de 5 000. Donc là, en 6 ans, passer de 30 à 5 000, c'est assez violent. Quand je dis violent, dans le bon sens, parce que c'est tous les jours des aventures extraordinaires. Un, parce qu'il faut résoudre nos problèmes techniques, développer des batteries, les industrialiser, faire des choix d'organisation d'usine. Deux, il faut travailler avec des gens nouveaux qui arrivent tous les jours dans l'équipe. Il faut réexpliquer comment on travaille, il faut écouter ce que les nouveaux apportent. Ils apportent en général plus que ce qu'on a nous-mêmes apporté, parce que l'idée, c'est quand même d'embaucher des gens qui sont plus forts que ceux qui sont là. Il faut qu'on profite de l'image de ce qu'on est, il faut profiter de la dynamique. Voilà, donc c'est une aventure tous les jours. Et quand je dis 5000 personnes, ça ne va pas s'arrêter là, puisque si on doit faire ce qu'on veut faire, on devrait quand même arriver... voilà, aujourd'hui, CATL, il est à plus de 10 000 ingénieurs de recherche. Je ne parle pas du nombre de personnes qui travaillent chez CATL. CATL, notre grand concurrent chinois. Mais voilà, c'est une aventure qui va se poursuivre jusqu'à 2030. J'aurai l'occasion de plusieurs fois de vous répondre, mais rejoignez-nous. En tout cas, rejoignez ceux qui travaillent sur ce type d'industrie, parce que c'est une aventure fantastique. Donc j'ai parlé des partenaires, donc c'est très important d'avoir des partenaires solides dès le départ. Sans partenaires solides, on a peu de chances d'aller aussi vite qu'on le voudrait. On a peu de chances de convaincre les banques, on a peu de chances de convaincre les clients. Et donc voilà, on a eu on va dire le bénéfice d'arriver les premiers sur cette feuille de route. Volkswagen, BMW, Hydro, c'est un grand partenaire norvégien. Ils fabriquent de l'électricité, ils fabriquent de l'aluminium aussi. Donc tout ça, ça va très bien dans ce qu'on veut faire. Epiroc, c'est ceux qui font du matériel d'exploitation des mines. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vestas, j'en ai parlé. Scania, Vattenfall, c'est une autre société suédoise qui fabrique de l'électricité. Et puis Volvo. Alors... Quatrième point, des batteries, oui, mais des batteries vertes. Et ça, c'est essentiel, parce que vous vous rappelez le contexte. Le contexte, c'est que les constructeurs automobiles, dont je faisais partie, puisque j'ai travaillé 30 ans dans l'industrie automobile, donc forcément sur des voitures à moteur à combustion, et mes collègues, nous avons fait des voitures à émissions, avec des émissions qui étaient un petit peu au-delà de ce qu'on aurait dû faire. Il y a eu un scandale qui a été déclenché par Volkswagen, mais en fait on peut dire que toute l'industrie automobile n'a pas été très propre sur ces projets-là. Ce n'était pas l'objectif, la réglementation a été assez laxiste, bref, c'est une grande opportunité pour moi, on va dire, de travailler sur ces sujets-là pour faire mieux que ce qu'on a fait avant. Donc, il ne s'agit pas de faire des batteries qui sont très carbonées, donc il faut fabriquer des batteries vertes. Alors, les batteries vertes, ça veut dire quoi ? D'abord, il faut mesurer l'empreinte carbone ou l'empreinte des émissions de ces batteries. Donc, on parle de scope 1, 2 et 3. Donc on est très clair là-dessus. C'est une équipe de 30 personnes qui travaillent sur la mesure de ces émissions qui sont générées par nos activités pour fabriquer des batteries. Il s'agit de réduire l'utilisation des matières premières.
donc d'être plus efficace dans la conception et la fabrication. Et il s'agit aussi de penser au-delà du CO2. Je vous montrerai ce qu'on fait au-delà du CO2. Donc, en termes de CO2, pour commencer, notre objectif, c'est d'être à 10 kg du CO2 par kilowattheure. Je vous montrerai comment est-ce qu'on y arrive. En 2030, sur les scopes 1, 2 et 3, pour ce qui s'agit de... Pour ce qu'il est d'être plus efficace sur l'utilisation des matières, notre objectif est d'être à 50% matières recyclées. Donc, le recyclage que l'on met en place pour les batteries, qui va réinjecter des matières issues de ce recyclage dans la fabrication de nos propres batteries, doit représenter 50% de nos besoins en matière en 2030. Donc ça veut dire qu'on a une montée progressive en cadence, à fur et à mesure que les batteries en fin de vie sont collectées par nous et que on les fait rentrer dans notre gigafactory de recyclage. Et puis 100% de l'électricité que l'on utilise pour faire la fabrication des matières actives, l'assemblage, y compris la formation et l'aging, et le recyclage, 100% de l'électricité vient de l'hydro, de cette électricité bon marché et verte qui nous est possible d'utiliser dans le nord de la Suède. Et là, Magnus pourra faire un commentaire sur cette chance qu'on a en Suède d'avoir de l'électricité aussi peu chère et verte. Peu chère, c'est 1/5 du coût de l'électricité en Chine. Et bien évidemment, si elle est hydro, elle sera bien moins carbonée que 80% du carbone qu'on a en Chine. Juste pour vous donner un aperçu de quoi on parle, l'empreinte carbone de la batterie. Alors, par source, le processus, à gauche, vous voyez un fromage qui vous montre que la supply chain, donc en fait, les matières premières représentent quasiment la totalité de l'empreinte carbone de la batterie. Et quand on va à droite sur ce dont on parle, donc sur le vert foncé à gauche, on parle de la cathode. La cathode, c'est ce que vous voyez. Je ne sais pas si je... Non, je ne peux pas. La cathode, c'est 53% de cette empreinte carbone pour la supply chain. Et c'est la combinaison du nickel-cobalt-manganèse. Donc, ce sont des procédés de précipitation et ensuite après de calcination. C'est pour ça que c'est très consommateur d'énergie. Ensuite, le deuxième poste, c'est la fabrication de l'anode, donc du graphite, avec des temps de passage en four très longs, de plusieurs jours, à des températures très élevées. Donc, évidemment, c'est très consommateur d'énergie. Ensuite, après, la fabrication de l'électrolyte et des pièces mécaniques. Voilà, donc on travaille sur la collection de données de manière à ce qu'on mesure ce qu'on mesure l'avant et l'après. On travaille avec les fournisseurs pour que les fournisseurs utilisent de l'énergie non fossile et que l'on maximise l'utilisation des matières recyclées, et nous et les fournisseurs. Et évidemment, plus on aura de fournisseurs qui viendront s'installer en Europe, mieux ce sera. Parce que c'est plus court en termes de boucle de développement et de validation et d'utilisation, et deux, parce qu'on leur demande de s'installer dans des zones où il y a l'électricité qui est pas chère et qui est hydro, comme nous. Et donc c'est vertueux. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ? À gauche, on a une référence externe, on a une batterie qui vient d'Asie. Qui utilise en fait ou qui émet 98 kg de CO2 par kilowattheure. Et quand on dit 98, c'est plutôt entre 150 et 100. 150, on va dire, c'est pour la Chine, et 100 pour la Corée.
Donc ça, c'est notre référence. Dans notre processus industriel, avec de l'électricité décarbonée, et des processus que l'on met en place, qui sont un peu plus efficaces, que ce que nos anciens collègues ont mis en place, on arrive en fait à se débarrasser de cette partie vert clair là. On fait baisser en fait cette partie vert clair, elle va disparaître et on arrive à ce niveau-là. Donc en fait, on diminue à peu près par deux l'empreinte carbone, rien que par l'utilisation d'électricité propre. Voilà. Ensuite, après, il y a d'autres choses qui vont se passer. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vais trop vite hein? Non, je croyais que c'était... Je voulais te mettre le pointeur. Ah merde. Pardon. Il me détruit mon... Non mais je reviens. Si tu as des questions, tu peux poser des questions. Je suis complètement perdu. Alors, bon, vous avez des questions là-dessus? Je pense que vous aurez peut-être des questions, mais bon, je termine mon exercice. Une fois qu'on a décarboné nos processus et la matière active de la cathode et potentiellement de l'anode, donc on a diminué par 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait du recyclage? On prend des batteries et on vient extraire les métaux de ces batteries avec des processus de dissolution et de précipitation à nouveau. Et en fait, on vient être extrêmement gourd. Enfin, on va utiliser à nouveau de l'électricité et on vient encore une fois couper diminuer par 2 l'empreinte carbone de ces matières qui vont rentrer ensuite dans ces nouvelles batteries. Et donc, on arrive à, bon an, mal an, 10 kg de CO2 par kilowattheure. Donc, on a diminué de 90%. On a vraiment été efficace sur la décarbonation du processus de fabrication de la batterie. Je pense que je n'aurai pas le temps de rentrer sur les autres catégories que l'on suit également. Vous les avez là. Je vous donnerai la présentation après, Jean-Marie, si tu veux la donner pour ceux que ça intéresse. Mais on n'est évidemment pas que focalisé sur le CO2 parce qu'il y a tout le reste. Et tout le reste, il est quasiment plus important que le CO2. Tous ces axes, toutes ces mesures, ces objectifs sont consolidés de manière à ce que notre batterie soit conforme à ce que l'on veut apporter sur le marché. Et en fait, on tire le marché, on tire les exigences de nos partenaires et de nos clients de manière à ce qu'on ait un vrai impact sur l'écosystème, sur l'économie et sur l'utilisation de ces batteries. Ça veut dire un gros effort de standardisation des méthodes de mesure. Donc on fait un travail pas que pour nous, mais aussi dans le cadre des travaux qu'on fait avec d'autres collègues et avec l'Europe, au niveau européen, de manière à ce qu'on standardise, ce qu'on apporte vraiment des ruptures dans ce domaine-là. L'idée, c'est évidemment que l'Europe soit très vertueuse et que l'Europe soit, on va dire, la plus vertueuse sur ces sujets-là, ces sujets de fabrication de batteries. Et on invite lourdement nos fournisseurs à faire la même chose, c'est-à-dire que les calculs que l'on fait, ce n'est pas des calculs uniquement pour nous, c'est aussi des calculs dans toute la, on appelle ça la deep supply chain, donc en fait à tous les étages de la chaîne de valeur, depuis les extractions de matières ou de fabrication d'éléments chimiques, de manière à ce que toute cette activité de réduction, de réduction du CO2 soit prise en compte par tous les acteurs qui nous soutiennent. OK.
Alors, j'ai parlé un petit peu de l'intégration. J'ai parlé de matière active. J'ai parlé de matière active de la cathode. Donc, la clé pour nous de réussite de cette transformation et de réduction de l'empreinte carbone et des émissions, c'est d'intégrer, de fabriquer en interne les matières qui sont stratégiques pour nous dans la définition des produits, mais ensuite dans l'atteinte des objectifs de décarbonation, et donc en particulier la matière active de la cathode. Donc j'ai dit qu'on a des chimies nickel, cobalt, manganèse, et donc en fait c'est ce qu'on fait. On développe cette propre chimie nous-mêmes, ce qui nous permet, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui nous permet d'ajuster aussi la façon dont on fait l'architecture de la batterie pour équilibrer les différents comportements de la batterie. Voilà, donc on n'est pas dans la mine, on n'achète pas de mine. On intervient parfois dans le raffinage des métaux. Je vous ai parlé de Galp, qui va raffiner du lithium au Portugal. On fabrique notre matière active de la cathode, on ne fabrique pas l'anode. On l'achète, mais on invite nos fournisseurs à s'installer en Europe. On fabrique l'électrode, l'assemblage, on fabrique les modules et les packs qui viennent en fait consolider, qui viennent assembler les différentes cellules entre elles, gérer la sécurité, gérer les flux d'énergie qui sont ensuite intégrés dans les packs, qui viennent ensuite être utilisés par soit des fabricants de voitures, soit des fabricants de systèmes stationnaires. Et puis, on fait le recyclage. Le recyclage qu'on a développé tout en parallèle par rapport au développement de nos cellules. Donc on collecte en Europe des batteries, on les désosse dans le cadre d'une joint venture qu'on a en Norvège avec Hydro. Cette joint venture s'appelle Hydrovolt. Elle vient désosser en fait les éléments d'aluminium que Hydro va récupérer pour les refondre et ensuite les réintégrer dans des briquettes d'aluminium. Ce qui reste, on va le découper et on va le pulvériser. C'est ce que vous voyez dans le troisième bocal. C'est ce qu'on appelle de la black mass, de la masse noire. Que l'on va ensuite passer dans différents bains d'acide et nous permettre de récupérer les métaux et de les purifier ensuite. Voilà. Donc on est en Suède. Je vais peut-être passer la distribution des différents sites dans lesquels on est. On est en Suède. Pour différents sites de recherche, de fabrication, tout au nord, là, au nord de la Baltique. En fait, c'est l'usine, la Gigafactory dont vous verrez les photos tout à l'heure. Et puis on est aussi du côté de l'ouest, du flanc ouest de la Suède, proche de nos amis de Volvo à Göteborg. Et on est au centre de la Suède, parce que vous verrez aussi qu'on a racheté une énorme usine de papier dans laquelle on va fabriquer de la cathode. Grâce à son implantation très proche de barrages, d'autres barrages. On est également au nord de la Pologne, à Gdansk, où on fabrique l'intégration des modules et des packs à partir de cellules qui sont acheminées depuis le nord de la Suède vers le port de Gdansk. Et on va implanter une autre gigafactory dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg, c'est le petit 3. Et le 9 fait référence à Kuberg sur la côte ouest des États-Unis. Voilà, nos objectifs pour 2030, c'est, on compte en gigawattheures, mais ça vous êtes bien au courant, 150 gigawattheures de production, enfin de capacité de production de cellules en 2030, 50% de matière recyclée, j'en ai parlé, 10 kg d'émissions de CO2 par kilowattheure de cellules. Alors ça, c'est notre centre de recherche à Västerås. Västerås, qui, comme son nom l'indique, est dans l'ouest. Donc en fait à l'ouest de Stockholm, à 1 heure en voiture. C'est là où je travaille. Il y a divers bâtiments qui sont installés ici. Je vais juste vous montrer, je vais essayer de utiliser le pointeur, mais le pointeur ne marche pas. Alors,
la première unité qu'on a construite, c'est celle-là. Il y a un bâtiment très élevé, c'est la fabrication de la matière active, qui a un processus où la matière passe dans différents processus par gravité. Donc c'est pour ça que c'est élevé. Ensuite, après, il y a le mixage, toujours élevé, mais un peu moins. Et ensuite, après, il y a l'assemblage et puis la formation à gauche. Ici, c'est notre nouveau centre de R&D. Ici, c'est le centre de R&D pilote pour le recyclage. Et on a une extension de nos fabrications pilotes sur ces bâtiments-là. Et cette partie-là, ça n'est pas encore construit. C'est un campus de formation parce qu'on est en train en fait, de monter une université de la batterie en Suède. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur de la fabrication, l'intérieur de l'usine de fabrication de matières actives, dans notre usine pilote, dans une usine pilote qui a pour objectif de valider en fait tous les processus et tous les équipements qui vont être utilisés dans la Gigafactory. Mais en fait, on a tous les processus alignés. Donc c'est une petite unité de 500 MW. Ça, c'est pour vous donner une impression de ce qu'on vit tous les jours. Donc à gauche, vous avez les fours. Alors je ne sais plus si c'est l'anode ou la cathode, mais enfin c'est un four de 60 mètres. En bas, ce sont les presses. À droite, en haut à droite, c'est une collègue qui vérifie l'aspect extérieur d'un jelly roll. Donc une grosse bobine d'anode. Et l'assemblage, c'est sur ce type de machine qui est automatique. Voilà, ça c'est une photo du premier bloc de la Gigafactory dans le nord de la Suède. Vous voyez dans le fond un bâtiment transversal qui est la fabrication de la matière active, et puis de la même manière, après un bâtiment un peu moins élevé qui abrite les installations de mixage, puis ensuite après l'assemblage et le dernier bloc transversal qui est proche de nous, c'est la Formation and Aging. Et donc ça, c'est un bloc de 15 gigawatts. Donc ça, c'est le premier bloc qui a été construit. Au total, on va mettre 5 blocs comme ça. Et donc vous voyez, le terrain est préparé. Donc on va aligner 5 blocs pour une capacité totale de 60 gigawatts, même un peu plus, si on fait le calcul. Et 1 500 000 mètres carrés construits. Donc c'est énorme. Pour vous donner une autre idée de comment c'est énorme, j'ai quelques photos. Donc je vous ai parlé de la fabrication de la matière active, du mixage et de l'assemblage. Ça c'est la formation. Et puis on a notre installation de recyclage Revolt qui est à droite. Et ça c'est des échelles. Il y a un stade de foot. Grosso modo, vous pouvez considérer qu'il y a à peu près 800 mètres en hauteur et 1 km 5, quasiment 2 km sur la longueur. Et c'est une usine qui va employer environ entre 3 000 et 4 000 personnes. Voilà, ça c'est vu depuis le bâtiment de mixage. On est déjà à peu près à 30 mètres de haut et vous voyez les gens à droite. Les gens à droite qui sont en train de regarder le toit. Ça, c'est la situation actuelle de la Gigafactory. Donc, on a déjà 2 blocs qui sont construits. Et le petit bâtiment sur lequel je n'ai pas fait de commentaire, en fait, est un bâtiment où on fabrique les composants mécaniques, c'est-à-dire les boîtiers et les couvercles des cellules. Ça, c'est la représentation terminée de notre usine de recyclage qui démarre cette année avec une capacité de 4 gigawatts, donc ce sera le plus gros recycleur européen.
de très loin. Et en fait, ça, c'est une vue en bas à droite réelle de la construction de l'usine qui date d'il y a 4 mois. Ça, c'est une usine que l'on vient de racheter. Donc, j'ai parlé de cette usine de papier. C'est une usine de papier qui a été abandonnée ou qui a été fermée par un grand fabricant qui s'appelle Stora Enso et que l'on a récupéré compte tenu de la proximité des barrages. Là, vous en voyez un, mais il y en a 3 autres derrière, qui va fabriquer l'équivalent de la capacité pour 100 gigawattheures de matière active par an. Avec un démarrage de la première tranche en 2024, avec aussi justement 100% d'énergie hydro. Je suis en train de terminer ma présentation. Je voulais juste dire un mot sur l'équipe qui développe des modules et des packs. Donc c'est environ 300 personnes qui intègrent donc des cellules que l'on fabrique dans nos installations de la Gigafactory. On fabrique des cellules connectées, on fabrique des modules, on développe nous-mêmes et on fait fabriquer les BMS qui contrôlent les flux d'énergie, et on fabrique par exemple ces Voltpack qui sont des grosses unités qui sont installées sur les chantiers ou là où on a besoin d'énergie pour opérer. Voilà, je vous remercie. Ça a été un petit peu rapide. Je suis là pour les questions. Je voulais juste dire que merci à mes collègues qui m'ont aidé à faire cette présentation. Ils sont tous très fiers que je sois au Collège de France aujourd'hui. Et j'espère que vous avez appris un petit peu plus de notre réalité. Merci.